Euh, Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue donc, dans cet atelier. Ravi que vous nous accordiez de votre temps et de votre intérêt. On démarre un tout petit peu en retard, désolé, on va essayer d'aller un peu vite. On a bien évidemment la tentation de vous montrer tout un tas de choses, beaucoup de choses. On va essayer de pas trop vous en montrer. On est parti donc pour cet atelier sur un périmètre donc, qui est un périmètre DAM, donc tout le monde sait ce que ça veut dire, je suppose, qui est une partie, en tout cas fonctionnelle de SendShare, c'est l'éditeur. On montrera donc pas tout. Et pour cet atelier, on va vous faire intervenir avec vos smartphones. Donc on va essayer de faire un atelier un tout petit peu interactif. Si vous en êtes d'accord, après on ne demandera donc rien d'autre. Donc voilà, on va vous montrer donc un tout petit peu tout ça. Alors pour l'interactivité, j'ai un truc pour avancer ou pas ? Pour l'interactivité, donc je vous demanderai est-ce que vous pourrez donc voilà scanner ce QR code et entrer ce code ici, s'il vous plaît. Si vous scannez le QR code, il n'y a pas de code à rentrer. D'accord, ok. C'est si vous faites manuellement menti.com et vous devez taper le code. Sinon, vous scannez directement le QR code, ça vous amènera sur la page d'accueil. À partir de là, vous avez quelques instructions. Donc, vous aurez des petits boutons. Vous pouvez intervenir avec des pouces levés, des pouces machin, des cœurs, etc., etc. Mais en tout cas, voilà. C'est parti. Let's go. Alors, déjà pour vous chauffer un petit peu donc à cette application un peu interactive, voilà, on voudrait savoir comment vous allez ce matin, en cette fin de matinée. En ce mardi 5 décembre, voilà. Donc on voulait savoir comment vous allez. Si vous pouvez... Ok, pour l'instant c'est pas un départ... Ah ouais, ça va mieux. Ah, c'est bien, il y a plus de temps. Il y a tout. Okay. Bon voilà, donc voilà, vous avez compris le système. Donc au fil des slides, on vous demandera donc d'interagir sur un certain nombre de choses. Ok, passons. Donc on va vous faire en 2 voire 3 parties. La première partie donc qui est assez rapide, c'est resituer ce qu'est SendShare en tant qu'éditeur au niveau donc fonctionnel. Une deuxième partie qui sera en ligne, donc qui sera exécutée par Olivier en fonction de entre guillemets vos votes des fonctionnalités d'âme que vous souhaitez voir ce matin. Et enfin, on se gardera un tout petit peu de temps donc vers la fin. Si on n'a pas abordé certaines fonctionnalités que vous souhaiteriez aborder, on vous reconsultera donc également là. Donc SendShare éditeur, donc éditeur d'origine allemande, ok. Gestion de contenu, DAM éditorial, print, CMS et de la CMS et bien d'autres choses, une profondeur fonctionnelle assez importante. Depuis 2001, donc SendShare donc, est un éditeur qui a un peu plus de 20 ans donc, à ce jour. SendShare est conçu pour être content first et pas channel first. Donc SendShare est vraiment donc, une solution qui est omnicanal. Donc on a ce qu'on appelle bien évidemment un single source of truth et à partir de là donc, on va pouvoir éditer, créer, générer ou que sais-je donc des médias et on va pouvoir faire ces modifications, ces créations bien évidemment donc héritées dans n'importe quel type de canaux, quel qu'il soit. Une particularité encore plus particulière de SendShare, c'est la technologie que SendShare utilise pour héberger donc, toutes les données, vos données, données, data, contenu, appelez-le comme vous voulez, peu importe, assets et autres. Et donc on utilise la technologie Graph, je ne vais pas trop m'apesantir dessus. Technologie Graph permet de concevoir, de créer des réseaux sémantiques dans vos contenus et de gagner énormément en intuitivité. Et donc tous les clients de SendShare plébiscitent la solution après l'avoir utilisée. Et ça amène aussi énormément de performance, puisque on travaille avec beaucoup d'éditeurs, des petits, des moyens, des gros, peu importe. Et quelquefois, donc, quand on a des volumétries qui sont extrêmement importantes en médias à gérer, eh bien, à un moment donné, quand on fait une recherche, on aime bien que ça aille vite. Et SendShare permet d'aller vite parce que technologie Graph. Technologie Graph qu'on utilise tous les jours, hein, donc Google est Graph, et sinon Google ne serait pas Google si n'était pas Graph. Facebook est Graph, LinkedIn est Graph. Enfin, tous les gens du web ont déjà compris que le Graph, c'était un peu la suite, en tout cas, enfin, l'avenir. Plébiscité par ses utilisateurs, ça j'ai déjà dit.
un aperçu des clients, des références donc, de SendShare. Donc SendShare travaille aussi bien avec des éditeurs que je vais appeler de presse périodique, donc print et web bien sûr, mais aussi donc avec des éditeurs de livres. Vous trouverez donc des éditeurs un peu de plusieurs pays, du Brésil, beaucoup d'Allemands bien sûr. Vous trouverez des Autrichiens, des Suisses. Vous allez trouver des Anglais, vous allez trouver des Danois. J'en oublie, des Anglais à peu près, voilà c'est ça. Et en France, donc voilà, nous avons le plaisir d'avoir été choisi à la fois par Reworld Media. Donc SendShare est déployé chez toutes les rédactions de chez Reworld. Et un peu plus récemment par Prisma, qui devait normalement être là ce matin. Et donc Prisma Media donc, utilise SendShare. On a déployé SendShare donc, dans toutes les rédactions donc, de chez Prisma. Voilà à peu près ce que couvre SendShare. Dernier slide, un peu de présentation. SendShare est connu bien évidemment dans cet univers, dans cette activité donc, de l'édition, sens large du terme. Mais SendShare c'est aussi une plateforme de gestion de contenu qui travaille aussi avec d'autres marques dans d'autres univers. Il se trouve que SendShare donc, est étudié, screené par des gens comme Forrester, Gartner, G2Crowd, Capterra, Research in Action, entre autres. Et bon voilà, donc SendShare fait partie donc en tout cas des leaders à minima donc de ce marché du DAM, notamment puisque là on n'a mis que les avis du DAM. Voilà pour la partie un tout petit peu SendShare, donc un peu pour faire un rapide overview, on va dire, un rapide aperçu, pardon, donc de ce qu'est SendShare. Maintenant, voilà, donc on va parler d'AM, ça on l'a bien compris, vous êtes là pour ça, et merci encore. On aimerait vous faire réagir sur, voilà, quelles sont les fonctionnalités d'AM. Aujourd'hui, on a essayé de les classer donc en 5 et la 6e, un peu fourre-tout, que vous souhaiteriez voir, parce que bon, on ne peut pas tout montrer, comme on vous le disait, et on va essayer de montrer, de commencer par les 3 premières qui s'afficheront. Pendant que vous êtes en train de réagir là, on va vous montrer donc des choses en ligne, ce qui est toujours un tout petit peu périlleux bien sûr, mais bon ça fonctionne. Et on a nos interfaces, en tout cas c'est une interface de démo qu'on va vous montrer, et les interfaces de démo sont en anglais. Bah, on utilise ça parce que les interfaces de démo sont comment dire, communes au monde entier, à tous les partenaires SendShare. Et donc voilà, donc ça sera en anglais, mais sinon, bien évidemment, les interfaces de SendShare sont proposées en français, en espagnol, en allemand, en japonais ou que sais-je. Voilà. Intéressant le classement, c'est pas ce qu'on avait envisagé. Pas faux. Alors effectivement, je rebondis pendant qu'on vous laisse encore quelques secondes pour voter. Effectivement, le périmètre de SendShare est très vaste, impossible de vous montrer même 10% de l'étendue de SendShare pendant la demi-heure qui va s'écouler. Et donc d'ailleurs la première fois cette année, puisque l'année dernière on avait encore fait une présentation plutôt axée sur le publishing avec chemin de fer, production, etc. Donc cette année on a vraiment pris le parti de mettre en avant le DAM qui est une brique de SendShare parmi tant d'autres, parce que pour rappel, SendShare est un DAM avec la partie print, publishing, mais aussi un CMS et un PIM pour la partie marketing. Et donc effectivement, périmètre fonctionnel très, très vaste. Ok, je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal là, ouais, je pense. Ok, donc utilisation omnicanal, gestion des droits, édition et versionning. Parfait. Alors, vas-y, je te le donnerai. Donc, utilisation omnicanal pour l'instant. Allez, on fait l'optimisation. Utilisation omnicanal des médias. Ok. Très bien. Donc, bienvenue dans l'interface de SendShare. Dans cette démonstration et pour le DAM, on va utiliser ce qu'on appelle nous le client web, donc qui se consulte par un simple navigateur internet. On va se focus donc sur l'utilisation omnicanal. Dans l'exemple de démonstration qu'on a retenu, on va partir du principe qu'on a un contenu dans la plateforme, et comme l'a dit Laurent, un contenu qui n'est pas qualifié print ou web. Alors quand je parle de contenu, on va parler de texte, d'images, de vidéos, et ces contenus sont considérés comme des assets entre guillemets neutres, donc pas de lien direct avec un canal en tant que tel. Et on va voir qu'on va pouvoir réutiliser ces contenus et utiliser ces contenus sous différentes formes.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller consulter ce que nous on appelle dans la plateforme un article. Un article est le conteneur. J'espère qu'au niveau du réseau, on est bon. On n'est pas trop mal. Ok, un article est pour nous un conteneur qui va recevoir bien évidemment du texte, mais après tout type de médias, images, vidéos. Et quand on utilise ce type d'asset, encore une fois, on ne présage pas de l'utilité qu'on va en avoir. Alors bien évidemment, ça va dépendre des clients, ça va dépendre des stratégies qui sont mis en place et retenues avec les différents canaux qu'on va devoir adresser. Donc dans ce cas de figure avec l'article, on a donc notre contenu article. Si je me dirige dans l'onglet médias, dans ce cas de figure, on va retrouver 3 images et une vidéo. Encore une fois, on écrit un article sur un sujet en ne présageant pas pour quel support on va l'écrire, et on va l'alimenter avec différents types de contenus. Donc là, on a des médias, images et vidéos. Et dans Content, on va avoir ce qu'on appelle, nous, le texte. Par défaut, SendShare est multilingue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir supporter différentes versions en différentes langues d'un même article. On a un rédacteur italien qui a écrit un texte en italien, on va pouvoir le décliner en plusieurs langues, soit par l'intermédiaire de traducteurs, soit par l'intermédiaire de modules de traduction semi ou totalement automatisés. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le contenu, donc une fois qu'on rentre dans le texte, on va afficher ce qu'on appelle l'éditeur XML, qui va permettre de structurer le contenu. Il n'est pas hyper performant sur le réseau. J'aurais peut-être dû me mettre en Wi-Fi, j'utilise mon téléphone. Ok, donc à gauche, on a donc toute la partie, ce qu'on appelle éditeur de texte, qui en fait permet d'écrire son texte structuré au format XML, et on va pouvoir laisser la liberté ou pas d'ailleurs au rédacteur de structurer son texte avec un titre, chapeau, paragraphe, intertitre. On peut totalement customiser la structuration et ce qu'on permet ou non au rédacteur. Dans ce type d'approche, ici on a une première version où on parle de contenu, où on va pouvoir styler, ajouter des liens URL ou pas, peu importe. On a la possibilité sur ce contenu de le préqualifier de online ou de print, et en fonction des différents canaux qu'on veut adresser, on peut mettre des particularités. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. On a des clients aujourd'hui qui n'utilisent qu'un contenu principal et qui ne font pas de déclinaison online ou print, et qui gardent le contenu d'origine. Ce qui est important de savoir, donc, c'est que à partir de ce contenu, des images que j'ai liées dans mon article et du contenu texte que j'ai pu écrire ici, on va aller dans le menu ici Preview, et on va par exemple aller sur la partie online ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que sur la partie des contenus qui sont mis dans la plateforme, du texte et des images qui sont mis dedans. Alors je sais pas si j'ai encore du réseau ou pas. Bon, on va faire autre chose. On va faire un PDF. Donc automatiquement, j'ai un onglet Preview ici qui va permettre de prévisualiser tout mon contenu sur différents canaux. Alors c'est surtout pour vous montrer en fin de compte les différentes possibilités qu'on peut utiliser dans la plateforme. C'est pas terrible, hein. On avait dit qu'on prenait des risques, hein, donc. Puis il n'y a pas de réseau Wi-Fi ouvert ici. Ok, bon. Donc là, par exemple, on a un simple PDF. Si je passe sur la partie online, donc dans la partie sur le serveur de démonstration, ça arrive. On a un CMS alors qui est intégré à SendShare. Très honnêtement, dans la plupart, notamment des gros groupes de presse, ils ont déjà leur CMS historique en place. Donc on fait plutôt de l'interaction et de la communication via API et via notamment le headless CMS qui permet d'échanger le contenu directement. Donc cette image, on l'a vue, on l'a créée sur un PDF tout simple. On l'a vue, elle est là sur
une preview d'un site web et on peut aussi le visualiser. Donc encore une fois, le même contenu, image et texte, le visualiser sur deux prints. Là, typiquement, c'est un PDF qui est généré dynamiquement par InDesign Server à partir d'une maquette InDesign. Et ça, encore une fois, exactement avec le même contenu. Alors peut-être pour visualiser d'une autre manière et pour mettre en avant d'ailleurs ce que disait Laurent sur les liens sémantiques, c'est d'aller voir tout simplement les relations de ce texte ou de l'article d'ailleurs, si on revient en arrière, comme ça on aura le texte et les médias. Et si ici on demande à SendShare, montre-moi toutes les relations que possède cet article. Alors on voit toutes les versions de texte dans toutes les langues, on voit les différents médias qu'on a vus tout à l'heure, les différentes personnes aussi, puisque dans SendShare, tout est un asset. Un texte, une image, mais aussi un dossier, un rédacteur, un photographe, tout ça est asset. Et donc tous les éléments sont liés entre eux. Si on se focalise un petit peu sur l'image ici, quand on clique sur l'image, et c'est là qu'on peut vraiment visualiser les relations entre assets. Au centre, on a notre image. Par exemple, à droite, on a le photographe. Dans SendShare, on peut mettre différents types d'informations, notamment liées au photographe. Par exemple, on peut avoir des tâches liées à cette image, tâches de validation, tâches de retouche photo. Regarder sur à quoi est assignée cette image. Et ce qui est intéressant, on va se focaliser sur le placer. Cette image, elle est placée dans combien d'éléments et elle est utilisée dans combien d'assets. Alors on a des dossiers, on a forcément des textes. On retrouve le fichier InDesign qu'on a vu tout à l'heure, où on a demandé une preview en temps réel. Donc à partir de cette image qui est dans un article qui n'est pas qualifié pour du print ou du web, on retrouve tous les liens et son utilisation et sa vie dans le système. Donc là, typiquement, on a une maquette InDesign. Et forcément, si je clique sur cette maquette InDesign, il va m'afficher aussi toutes les relations de cette maquette InDesign. Et par exemple, je retrouve le chemin de fer où est placé ce fichier InDesign. Et si j'ouvre le chemin de fer, je vais donc retrouver dans l'éditeur, ici, en page 14 et 15 ici, voilà, la fameuse page où est présente cette image. Donc on a une image qui est dans le système, qui peut être utilisée par un rédacteur ou pour tout autre usage, et qui après va être disponible pour être publié sur le web, sur le digital, réutilisé dans une newsletter, réutilisé sur le print magazine, et donc dans un fichier InDesign. Et là, on est vraiment sur du natif, hein, puisque c'est cette fameuse technologie graph qui le permet, puisque ça considère que les relations entre des données, entre des médias ou quoi que ce soit, les relations sont aussi importantes que les données elles-mêmes. Voilà, c'est là la force du système, et ça permet donc bien évidemment d'avoir un chemin à la fois logique et à la fois très efficient pour retrouver ce que l'on cherche. Ah, la gestion des droits est passée en premier pendant que nous faisions la démonstration, mais c'est pas grave, let's go. Gestion des droits et des médias. Effectivement, on a décidé d'ajouter, de mettre en avant ce point, à la fois par expérience et par discussion. On a constaté effectivement que parfois les droits n'étaient pas forcément correctement gérés ou adressés pour X raisons, des raisons stratégiques, des raisons historiques d'organisation. Mais il n'en reste pas moins que ça reste extrêmement important de gérer ces droits. On a préparé quelques contenus. Donc nous sommes à la presse au futur, donc je vais rechercher tout le contenu dans mon serveur qui correspond à la presse au futur. Ok. Donc là j'ai 22 éléments. Je vais plutôt mettre en mode voilà, vignette. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est comment on gère les droits dans SendShare et comment les utilisateurs vont pouvoir le visualiser. J'étais sur le site de la presse au futur, j'ai téléchargé quelques images qui sont présentes sur le site et je les ai mis dans SendShare. Et à ces images-là, pour la démonstration, j'ai appliqué des droits spécifiques. La première des choses, c'est qu'un utilisateur va être averti qu'il y a un droit spécifique par une petite clé. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Je ne sais pas si je peux zoomer. Oui, ça marche.
Donc on a en dessous de chaque asset déjà un picto qui attire l'attention des utilisateurs en disant est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ou pas et dans quelles conditions. Et on va voir ce qu'on va pouvoir visualiser comme information. Ok, on va prendre le cas simple où j'ai une photo et puis les droits ont été cédés, donc je n'ai plus le droit d'utiliser cette photo. Si je rentre dans une photo, petit temps de latence, voilà. Quand on double-clique sur un asset, à chaque fois on va rentrer sur une page dédiée à cet asset et on va pouvoir visualiser les différentes informations. Alors on va se diriger très rapidement, alors c'est une photo de nos amis de Prisma, David Berebi. On va se diriger tout de suite vers l'onglet Rights, donc droit, dans lequel on va pouvoir visualiser. Donc là c'est un cas extrêmement simple, où en fait on a dit que Prisma Media n'a pas autorisé l'utilisation de cette image ou parce que les droits sont arrivés à terme. Alors cette information, ce n'est pas qu'une information, puisqu'effectivement on va pouvoir se reposer sur cette information de droit d'usage. Le premier exemple tout basique, c'est si je veux télécharger cette image, je vais déjà avoir un message d'avertissement et l'utilisateur va devoir accepter de outrepasser éventuellement la limitation de droit. Évidemment, cette information est loguée pour tracer effectivement la sortie d'assets qui n'aurait pas dû sortir. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi je vois un asset que je n'ai pas le droit d'utiliser ? C'était déjà pour la démonstration et on peut imaginer que j'ai une photo qui, les droits se périment dans tant de temps et qu'automatiquement derrière, lorsque les droits ne sont plus d'actualité, de la faire disparaître de la production, de la laisser juste à disposition de personnes qui sont en charge de la gestion des droits ou qui nécessitent de revoir les droits. Donc ça c'est le cas simple. Maintenant passons sur des cas un peu plus concrets avec une très belle photo ici de notre ami Laurent durant la présentation de notre présentation de l'année dernière. Est-ce qu'on est bon ou pas ? On va attendre un peu. Et donc pareil, on va faire le même exercice. On va aller sur l'onglet Rights et on va aller visualiser les différentes possibilités qu'on a. On est obligé un peu de meubler, pardon, parce que c'est un peu lent, désolé. Normalement, c'est instantané. Hein. Bon, on va attendre. L'objectif de la démonstration, ça va être de vous montrer les différentes capacités et différentes configurations de droits qu'on est capable d'associer et d'ajouter à un asset. Alors, on prend une image en exemple ici, mais bien évidemment qu'on peut prendre n'importe quel type d'asset, vidéo, image, article, texte, PDF, maquette, ce que vous voulez. La première des possibilités dans SendShare, là on va appliquer manuellement des droits. Bien évidemment, c'est encore une fois pour vous faire la démonstration, la plupart du temps, ces droits sont appliqués de manière automatique ou en set. On le verra après. Lorsqu'on va pouvoir définir, la première des choses, c'est sur quel support on va pouvoir définir les droits qu'on va appliquer. Allez, petit panneau, non ? Toujours pas. Parce qu'on a bien évidemment des droits sur l'image en fonction de géographique, sur le temps et aussi sur les canaux. Quoi. Il y a trois dimensions sur les droits qu'il faut bien évidemment respecter. Quoi. Voilà. On va essayer de le refaire. Allez. Bon, je vais essayer de rafraîchir la page. En attendant qu'il rafraîchisse la page, l'objectif c'est de définir pour chaque média, pour chaque asset, les canaux de sortie. Parce qu'une image peut avoir des droits que pour le print, des droits que pour le digital, le web, ou pour une périodicité bien définie, ou pour une région en particulier. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que moi le premier j'ai pu assister parfois et d'ailleurs c'était un des sujets durant un événement SendShare il y a quelques semaines à Vienne où un client expliquait qu'il avait il y a quelques années commandé
une photo, un photographe pour son magazine. Et c'était il y a très très longtemps. Entre-temps, le digital est arrivé. Ils ont utilisé l'image pour le digital. Et là, le photographe a dit écoutez, le contrat qu'on a passé initialement, il était pour le print. Et tout ça parce que ces droits n'étaient pas correctement référencés ou les utilisateurs n'avaient pas l'information sur l'utilisation de cette image. Est-ce que j'ai perdu le réseau ? Et les images en question aussi, entre autres, font l'objet quelquefois d'autres restrictions. Donc on essaie bien évidemment de prendre ça en compte de façon assez complexe même quelquefois. On peut gérer aussi des alertes. Donc on sait très bien par exemple qu'une image est utilisable jusqu'au 31 décembre. Donc ne pas mettre les utilisateurs dans fait accompli le jour même, mais donc avec des alertes, mettre des watermarks aussi. Il y a tout un tas il y a toute une granularité de fonctionnalités possibles dans la gestion des droits. Ce que vous pouvez voir à l'écran tout de suite, bien évidemment, quoi. Voilà. Bien. Bon. On va essayer de... alors, on va essayer de basculer sur le Wi-Fi. On me dit New Cap Security. Non, c'est pas ça. Il faut que je le tape, c'est ça ? Il faut que je le tape ? Parce qu'il n'est pas disponible dans la liste. New Cap, c'est ça. Ouais, mais j'étais bon, pourtant. Tu vois ? D'accord. C'est en capital, minuscule ? Désolé pour cette petite interruption. Est-ce que je suis connecté au Wi-Fi ? Parfait. Essayons de nouveau. Ah, c'est beaucoup mieux, merci beaucoup. Ok, let's go right. Éditer. Effectivement, c'est instantané maintenant. Au moins, vous avez pu voir la différence. Ok, la première des choses, c'est qu'on va pouvoir ici définir... est-ce que j'ai tous les droits par canaux, usage interne, est-ce que c'est interdit complètement ? Et puis ici, on va pouvoir définir, par exemple, là j'ai le droit d'utiliser cette image sur le canal online, web ou autre, avec une date de validité ou éventuellement date illimitée, et choisir par exemple une région, alors soit un pays, soit une ville. Après on peut être très fin dans les paramétrages. Si je veux rajouter un canal, pas de problème, j'appuie sur le plus, je vais taper par exemple dans un cas de figure print. Je peux aussi décliner les canaux à volonté et sectoriser, c'est-à-dire print, ok, mais que pour ce magazine, que pour ce canal de sortie. Et puis pareil, définir date de validité, la région, tout ça n'est pas forcément obligatoire, on peut le rendre obligatoire dans la configuration. Et puis, est-ce que j'ai le droit d'éditer l'image ? Est-ce que j'ai le droit de la retoucher ? Et est-ce que j'ai le droit aussi de la vendre ? Donc toutes ces informations sont stockées au niveau de l'asset. On sauvegarde et là on va avoir toutes les informations qu'on a pu ajouter. Alors ça peut paraître fastidieux, encore une fois ce n'est que manuel et pour la démonstration. Bien sûr que ici on peut automatiser l'application de droits. Tout simplement là j'efface tous les droits que j'ai mis manuellement et je vais aller appliquer ce qu'on appelle un preset, un ensemble de droits. Donc là par exemple je dis droit limité. Je peux donner une date spécifique pour cette image, je dis illimité, je fais OK, j'enregistre et là j'ai appliqué un ensemble de droits alors que j'aurais pu le faire, j'aurais pu mettre 5 minutes à le faire manuellement. Et cet ensemble de droits, il peut être appliqué automatiquement ou semi-automatiquement, tout simplement à partir de quoi ? Par rapport au contrat que vous passez. Que vous passiez un contrat avec Shutterstock, avec Getfimage, avec un photographe, vous devez normalement avoir un contrat qui lise certaines informations. Et donc dans la plateforme, on met le contrat et en fonction de certains automatismes ou de points d'entrée ou de métadonnées, on applique directement ces informations de droit d'usage. Et donc là, je regarde mon droit d'usage Limited Usage Rights. Si je consulte ce set de permissions, donc là on a mis une icône de rond vert pour dire c'est bon, tu as l'autorisation de l'utiliser, je regarde, j'ai 45 images qui possèdent ce type de permission
Et dans la liste, on a notre cher Laurent. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer que dans la plateforme, le fait de stocker cette information va vous permettre de contrôler l'utilisation de vos médias, puisque on l'a vu tout à l'heure en utilisation omnicanal, je prends une image qui possède des droits, je fais pas attention, je outrepasse mes droits, j'essaye quand même de la publier, derrière on peut très bien mettre des filtres et des barrières qui disent non, on peut pas la publier puisqu'on n'a pas les droits ou parce que la période de validité est dépassée. À partir du moment où on a l'information, on peut faire ce qu'on veut dans la plateforme, générer des rapports, des automatismes, masquer l'image, etc. Et on a un troisième point qui est édition et versionning, qui est passé en tête. Et allons-y. Édition et versionning. Revenons. On va utiliser l'image qu'on avait sur cet article-là dans les médias. Et puis on va aller voir comment on peut éditer et gérer les versions dans SendShare. Alors, première des choses, on retourne sur notre interface de gestion des assets pour les images en l'occurrence. Et puis on va aller voir ce qu'on peut faire avec. Alors la première des choses, très basiquement, au niveau de l'édition de l'image, on a tous les outils, on va dire, assez simplistes pour les utilisateurs lambda, faire une rotation, faire un flip-flap, recadrer l'image. On a au niveau de SendShare, la possibilité de faire un peu comme du soft cropping. Je m'explique. Et ça rejoint un peu le point de la gestion des médias omnicanal. Le but de SendShare, encore une fois, c'est de garder une seule source du fichier. J'ai trop vu, et je pense que vous avez déjà trop vu, des fichiers qui sont doublonnés, des fichiers qui se baladent sur des serveurs, sur des postes clients et sur des postes utilisateurs. Et au final, on ne sait plus quelle est la dernière version, on ne sait plus où trouver le logo de telle et telle enseigne et de savoir si c'est la vraie version. Et au-delà de ça, après, on va avoir des déclinaisons. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, cette image qui est utilisé pour le print, qui fait 300 dpi, 300 mégas en CMJN, et puis on va en avoir besoin d'une pour le web. On va la recadrer, on va la retailler, que ce soit manuel ou automatique. Et au final, on se retrouve avec N versions de cette image qui peut être dispersée, disséminée au sein de l'entreprise. Là, l'avantage, c'est qu'on garde une seule version de l'image, que cette image, on va pouvoir la mettre à disposition des différents canaux. Et donc là, par exemple, le rédacteur ou l'utilisateur ou l'icono, peu importe l'organisation, va venir ici et va définir des recadrages optimum pour les différents canaux de sortie. Là, ce sont des pré-réglages par défaut, mais on peut imaginer qu'on intègre des recadrages liés au site de sortie, avec le carrousel, avec la homepage, avec l'article, en respectant les ratios. Et ici, on va venir définir, si besoin, le recadrage nécessaire. Et à partir de là, on garde toujours une seule version de l'image. Ça veut dire que cette image, elle est retouchée, on n'a pas besoin de régénérer toutes les versions derrière automatiquement, notamment via les API et de l'SMS. Les serveurs vont venir s'alimenter de cette source unique et qui restera le point de référence. Alors, en complément, on a aussi sur la génération de versions d'images la possibilité d'automatiser cela. C'est-à-dire que dans SendShare, vous avez des petits modules applicatifs, les widgets, là, on appelle ça des widgets. Et donc, il y a un widget qui est livrable sur SendShare nativement, où vous allez importer une image la plus en haute def possible, etc., avec le plus grand cadrage. Et automatiquement, SendShare va vous générer donc des versions d'images. Parce que de cette même image, vous avez besoin d'un recadrage pour aller sur une bannière web. De cette image, vous avez besoin donc d'une version en JPEG 72 dpi pour aller sur le web. De cette même image, vous avez besoin de faire une projection 150 dpi sera suffisant, etc., etc. Donc on peut automatiser la génération de versions d'images dans SendShare en fonction de vos besoins. Et après, donc ça, on est sur du complément. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc sur à droite ici, on a
on a notre image qu'on appelle master file, c'est le fichier d'origine, et automatiquement le serveur peut générer autant de déclinaisons que nécessaire. Là c'est un serveur de démonstration, on a décidé de faire une image à 100 dpi, 150, 300 et une autre version. Mais on a des clients qui en utilisent qu'une, qui en génèrent 10. Ça va dépendre vraiment des stratégies, des usages et des besoins. Encore une fois, on peut très bien avoir cette image qui fait 2 gigas, mais on sait qu'elle est beaucoup trop grosse par rapport à l'usage du print. Eh ben, on va générer une déclinaison plus petite, mais cette déclinaison sera utilisée sur le print, et si cette image change, les déclinaisons sont mises à jour automatiquement. Ce qui permet aussi d'optimiser le flux de données et les temps aussi d'attente côté utilisateur. Allons maintenant sur la comparaison, enfin en tout cas la gestion des versions. Sur chaque asset est versionné. On peut avoir du versionning illimité. Encore une fois, ça va dépendre des stratégies et des besoins des clients. Et on peut garder autant de versions que nécessaire. Typiquement, là, dans cet exemple-là, j'ai un onglet version qui me permet de voir toutes les modifications. Pas uniquement les modifications de l'image, mais toutes les modifications liées aussi aux métadonnées. Tout à l'heure, on a modifié des droits d'usage sur une image. C'est quelque chose qui est versionné aussi. Là, pour la démonstration et que ce soit plus visuel, par exemple, on a une image, il y a une modification, un flip-flap, un recadrage ou une retouche couleur. On peut donc voir ces versions et les restaurer aussi facilement que juste un clic. On a ici... Alors, ce qui est valable aussi, là, on voit ça, donc l'historique sur des médias, des images, mais c'est aussi valable pour tout type d'asset. Et comme on disait donc tout à l'heure, tout dans SendShare est un asset. Tout. Ça peut être un workflow, ça peut être n'importe quoi, mais tout est historisé donc dans SendShare. Et pour finir, de voir les versions et de pouvoir les comparer, on a aussi un mode où, par exemple, on va pouvoir mettre en comparaison deux éléments, deux versions différentes, et en sachant, pour exemple, là on avait préparé une petite retouche et on voit la version actuelle à gauche, la version précédente, et ça permet de visualiser les différentes modifications qu'il y a. Juste sur l'édition et le versionning, là on vous montre la partie client web, en sachant que pour le monde du publishing notamment, et pour les personnes qui vont intervenir de manière beaucoup plus profonde au niveau des images, quand je dis profonde, c'est juste interagir avec Photoshop, InDesign, on a une autre interface qui est dédiée pour ce type d'utilisateurs, où là on a un principe de check-in, check-out, d'ouverture et de fermeture. En simple double-clic, on ouvre dans les logiciels qu'on utilise et on édite. Ça marche avec Photoshop, InDesign, avec la vidéo, avec tous les logiciels nécessaires. Là on est plutôt sur l'utilisation full web, et qui va permettre aux utilisateurs d'effectuer des actions très rapides dans la plateforme. Voilà. Alors on s'était dit que on ne savait pas à quel point allait être retenu dans le choix. Et on s'est dit aussi que ça serait bien aussi que vous nous partagiez en fait vos attentes par rapport aux dames. Est-ce qu'il y a un point important qu'on n'aurait pas forcément abordé ou que vous voudriez revoir, ou éventuellement effectivement appuyer sur un point qu'on aurait passé trop vite. Je vois photo, CMS web. Alors si besoin, pas besoin d'utiliser l'application, vous pouvez si besoin lever la main. Oui, monsieur. Ouais. Tout à fait. Bien sûr. À votre gauche, il y a monsieur de Reworld Media, je pense qu'il peut vous donner la réponse. Oui, bien sûr. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on passe le cap de j'ai plus besoin que d'un simple flip-flap ou d'un recadrage, et que je suis un professionnel, un icono, où j'ai besoin d'interagir avec Photoshop, pas de problème. Effectivement, il y a une autre interface dédiée de production qui est utilisée par les maquettistes, qui est utilisée par les iconos et par ceux qui ont besoin de faire des retouches, alors que ce soit les maquettistes eux-mêmes ou des services dédiés. À double clic, j'ouvre dans Photoshop, je fais mon PSD, mes CAC, je renvoie.
et la photo est à jour dans le système tel qu'on l'a vu dans l'interface web. C'est deux interfaces différentes. Encore une fois, c'est très compliqué de montrer tout l'étendue des capacités de SendShare en seulement 30 minutes. Mais oui, bien sûr. Ça n'affecte pas, on va dire, le métier historique de maquettiste ou de retouche photo. Les outils sont les mêmes, et je prenais l'exemple de la vidéo aussi. S'il y a du montage vidéo, puisque par exemple GoPro est client de SendShare, voilà, ils stockent des gigas et des gigas, des téras de vidéos, mais ils utilisent toujours leurs outils. SendShare est vraiment le point de pivot entre la production et la diffusion. Exactement, pour InDesign, par exemple, il y a un plugin InDesign Adobe. Et après, on reste, on va dire, sur l'interface, c'est vraiment, c'est comme si j'avais un file system, sauf qu'on bénéficie de tous les avantages d'une plateforme centralisée, le versionning, l'ouverture à distance, etc., etc., et qu'on n'est plus lié à son poste et qu'on centralise tout. Outils de saisie, photo, CMS web et print. Alors on a un peu parlé, effectivement, et n'hésitez pas aussi à rester un peu après, qu'on puisse échanger. Si vous voulez aussi avoir des démos personnalisées ou plus d'informations, le CMS web et print, on en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, SendShare a un CMS, un headless CMS, mais encore une fois, pour en tout cas les projets qu'on a adressés depuis quelques années maintenant, les groupes de presse ont déjà des CMS historiques, soit maison, soit des outils du marché, et on s'interconnecte directement avec eux. API dispo, on a, je l'ai dit, on a du JSON par du headless CMS. On travaille aussi beaucoup en XSLT puisque tout est basé en XML. Donc on utilise des API et des REST API qui permettent d'échanger le format en web service. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Et au niveau de l'automatisation, j'ai eu le mot apparaître. Effectivement, c'est on va dire un des prérequis, ou en tout cas une des fortes demandes de tous les groupes de presse. Pourquoi ? Parce que rationalisation des coûts, réduction des coûts, et au milieu de tout ça, il y a forcément l'automatisation. L'automatisation, elle peut prendre différentes façons, des centaines de facettes différentes dans une production digitale ou print. Je prends l'exemple du print, ça va être accélérer l'arrivée des médias, accélérer la qualification des médias. On ne vous l'a pas montré, mais dans le choix, il y avait gestion des mots-clés, des métadonnées. Typiquement, SendShare est interconnecté par défaut avec Google Vision API. Donc on peut alimenter la plateforme automatiquement sans avoir besoin d'avoir une personne à plein temps pour référencer les informations. L'automatisation passe aussi par l'automatisation de la mise en page. On l'a vu brièvement avec le texte et une preview de la maquette. On peut aussi générer la maquette directement dans le système. Et puis la création de PDF automatique. Encore une fois, SendShare a un design server qui permet de faire les previews, les maquettes et les PDF pour les imprimeurs. Et puis ça passe aussi par l'assemblage, l'archivage. Et puis sur la partie, encore une fois, web, l'automatisation va principalement partir de toutes les interconnexions et les interactions entre SendShare et les différents outils. Parce que là, on parle de CMS, mais on ne s'interconnecte pas qu'avec un CMS. Notamment dans les groupes publishing, on a des outils historiques qui vont gérer la pub, qui vont gérer éventuellement les codes barres sur les magazines, qui vont gérer le texte ou les photos, parce que là on vous a montré de créer du texte dans SendShare, mais parfois le texte il provient d'ailleurs, d'autres outils. Donc il n'y a pas que le CMS print et web. Pour nous le CMS c'est l'output, c'est le channel de sortie, mais on a aussi tous les canaux d'entrée derrière. On est un peu en retard. On a commencé en retard. Notre question, tout est clair, oui, mais il n'y a pas de problème. Oui. Alors, ok. En fait, SendShare stocke le texte au format XML, sauf que le IDML, c'est quoi ? C'est du XML. Et en fait, SendShare envoie et est adapté pour parler en IDML à InDesign. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans la démo où je clique sur « Donne-moi la preview de la maquette », en fin de compte, c'est comme si on avait eu un InCopy en face
dans l'interface web. Donc en fait, le rédacteur tape et fait couler le texte en fonction des préparamétrages, bien sûr, qui ont été apposés au niveau du fichier InDesign, mais dans les faits, c'est du IDML, qui coule dans les blocs texte. Alors, on a des clients qui n'utilisent pas InDesign Server, mais par contre, parce qu'ils n'ont pas besoin de créer du PDF, de générer du fichier InDesign automatiquement. Si on a besoin de créer du PDF ou du InDesign, là, on a besoin d'InDesign Server. Alors, il n'y a pas... Bien sûr. Alors, on peut très bien ne pas utiliser InDesign Server et pour autant faire du publishing. Ça veut dire par contre qu'on se coupe d'une grosse phase d'automatisation, notamment pour toute la création des PDF. Ça veut dire que les PDF dans votre cas de figure, enfin dans ce scénario, seraient faits toujours par la rédaction et stockés et envoyés. Sauf qu'effectivement, si on utilise InDesign, on peut à la fois générer déjà plusieurs PDF, print et web, et on peut générer l'automatisation de l'envoi à imprimeur ou à différents prestataires pour la diffusion des PDF en kiosque, par exemple. Dernière pour la route. C'est à vous. Ok, encore une fois, on espère que vous avez pu avoir un bon aperçu, parce que ce n'est qu'un aperçu de ce qu'est capable de faire SendShare. Encore une fois, DAM, PIM, CMS. Et d'ailleurs, pour une grosse partie des clients de SendShare, ils n'utilisent pas 100% de SendShare. Parce qu'on va avoir des projets pure DAM, on va avoir des projets pure print, on va avoir des projets pure PIM. Et donc, j'ai discuté avec un client en France, mais qui utilise SendShare que pour du marketing. Effectivement, je lui ai fait découvrir toute la partie print sur laquelle on est plus focus, Laurent et moi, mais elle n'avait aucune connaissance des capacités de SendShare, en tout cas de par son métier, de par son intérêt par rapport au marketing. Mais voilà, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué de montrer l'étendue et que, en tout cas, sur ce salon de la presse au futur, on essaie de rester focus sur la partie publishing et DAM. Monsieur. Quand vous dites texte d'accessibilité, ok. Alors ça faisait partie du choix de la démo gestion des mots-clés, analyse, métadonnées, IA. Je vais vous le dire rapidement. En fait, par exemple, sur une image, on avait prévu de se prendre en photo avec Laurent. On a notre badge. Sur notre badge, il y a du texte. Et ce texte, en fait, il est analysé automatiquement en OCR. Ça veut dire que, de par l'image, on extrait du texte qui est stocké en métadonnées sur l'image, et après, ce texte, on en fait ce qu'on veut. Alors, en l'occurrence, dans SendShare, on l'utilise plutôt pour la recherche de mots-clés, la recherche de contenu. Il y a une photo sur le site de la presse au futur qui montre certains stands. Il y a des cartons en haut, et il y en a un, c'était marqué imprimerie. La photo, on la met dedans, on appuie sur le bouton d'analyser par Google, et une fois qu'on a l'analyse, on va dans le moteur de recherche, on met imprimerie, et on trouve l'image. Donc ça, c'est juste pour le fonctionnement actuel, mais ça rejoint un petit peu l'analyse, effectivement, on va contextualiser, convertir en texte tout le contenu qu'on peut voir sur une image. Et ça automatiquement, bien sûr. Alors, okay. En l'occurrence, c'est l'IA de Google, hein, d'accord. Donc, puisqu'on a un plugin Google qui est installé depuis un petit moment maintenant. Donc voilà. Et donc, il y a un widget dans SendShare qui permet donc d'analyser. Donc, vous avez votre visuel avec les mots clés qu'il y a. Et puis donc vous faites l'analyse et donc Google va sortir donc voilà, les textes, les tendances colorimétriques, et reconnaître qui est sur la photo éventuellement, etc. Donc, après, on fait une démo très générique et on fait une démo aussi avec, on va dire, tout ce qui est out of the box, donc de SendShare de base, et Google est de base. Mais bien évidemment que, notamment dans tous les projets qu'on adresse, on va plus loin.
on va plus loin. Alors après, il est difficile pour l'éditeur de mettre des modules très génériques comme Google, parce que chaque client va avoir son besoin, chaque client va vouloir avoir un comportement bien spécifique, et par ça j'entends par exemple des traitements avec l'IA, avec Midjourney ou avec ChatGPT, etc., DALL-E, etc. À partir du moment où on a API, en fait, on interagit avec n'importe quel système. Et donc, dans ce cas de figure, on a aussi des projets où on va envoyer du contenu à une plateforme, et puis on va récupérer un résultat. Je pense notamment, il y a 2-3 ans, on avait fait une démo avec Reworld Media, on avait une image, on appuyait sur un bouton, cette image partait avec certains paramètres sur un service externe, et c'était un service de détourage. Donc on avait une voiture avec un fond, et puis elle revenait sans fond. Donc après, on peut imaginer n'importe quelle interaction, que ce soit avec Midjourney ou DALL-E, et de lui demander d'analyser l'image, de nous retourner des informations, une description. On a un autre projet qui est en Belgique, je crois, ou en Angleterre, où on a un partenaire qui a un module ChatGPT qui s'en sert lui plus pour le marketing. C'est-à-dire qu'on met un produit dans la plateforme et on lui demande donne-moi 2 lignes de description de ce produit. Et donc automatiquement, leurs fiches produits sont alimentées automatiquement avec ces informations-là. Donc voilà, c'est très vaste, on peut faire beaucoup de choses, et encore une fois, c'est propre, on va dire, à chaque marché et à chaque client par rapport à son historique et à ses besoins. Clair pour tout le monde? Magnifique, merci beaucoup pour vos réponses, utiles et intéressantes, ça fait plaisir. Merci beaucoup.